Dans l'exercice 30, page 442, nous allons travailler sur le fonctionnement d'un airbag qui a été déclenché par un effet capacitif. Donc vous avez un certain nombre de documents, comme dans un exercice type bac. Vous avez dans le document A, nous avons l'explication du fonctionnement de l'accéléromètre, ainsi que ce qui va déclencher l'airbag. On retrouve ainsi finalement des condensateurs qui sont en série les uns avec les autres, une pièce fixe, une pièce mobile, et lorsque la pièce mobile va se déplacer par rapport à la pièce fixe, on va avoir, comme c'est le cas de figure ici, les plaques, ici, verticales, qui constituent les plaques du condensateur, qui vont se rapprocher. Et on sait que la capacité d'un condensateur dépend de la distance entre les plaques, donc lorsque la partie mobile va bouger et que l'écartement entre les plaques va varier, eh bien ça signifie que la capacité du condensateur va varier. Dans le document B, vous avez le circuit qui permet l'étude d'un capteur, d'un condensateur. Ici, nous avons le condensateur, le générateur et la résistance. Vous reconnaissez un circuit classique. Dans le document C, nous avons l'évolution de deux grandeurs en fonction du temps, la tension et l'intensité, alors deux courbes qu'il faudra identifier. Et dans le document D, nous avons ce qui se passe lorsque les armatures se rapprochent lors d'un choc au niveau, on va dire, du circuit électrique. Alors, commençons la première partie. On vous demande si le condensateur du circuit B possède une capacité usuelle. Alors, on va remonter sur le condensateur du circuit B. On me dit que la capacité est de 100 picofarads. Alors, les picos, c'est 100 fois 10 puissance moins 12 farads. Alors, on est encore un petit peu loin, il nous semble, de ce qui pourrait être usuel. Donc, on va le convertir en nanofarads, vu que, a priori, c'est plutôt des nano-microfarads. 100 fois 10 puissance moins 12, ça fait 0,1 fois 10 puissance moins 9 farads. On voit que finalement, si on est bien dans les catégories usuelles, même si on est dans la fourchette carrément basse, puisque on parle plutôt de quelques nanofarads à quelques microfarads, là on voit qu'on est plutôt sur le dixième de nanofarad, ça reste dans la fourchette, ça reste dans l'ordre de grandeur. Donc on conclut que cette capacité est dans la fourchette basse des valeurs de capacité usuelles. Dans la question 2, nous allons identifier les courbes. On vous demande en justifiant de trouver la courbe qui correspond à la tension UC et celle qui correspond à l'intensité I. Donc là, il va falloir réfléchir un petit peu à ce qui se passe au début. On sait que initialement, le condensateur est déchargé. En effet, ici, on vous dit que la mise sous tension revient à fermer l'interrupteur K du circuit. Le condensateur est déchargé avant cette fermeture. Donc finalement, à l'instant T, quand on ferme l'interrupteur, le condensateur commence à charger. Donc on va regarder sur les graphiques quand est-ce qu'on a une courbe de charge. C'est cette courbe ici en pointillé. Donc cette courbe en pointillé, c'est la tension, ce qui signifie que par élimination, la courbe en trait plein de l'autre côté sera l'intensité. Donc pour justifier, on va dire qu'à t égale à 0, le condensateur est déchargé, il commence sa charge. En plus, on peut signaler que la tension à t égale 0 est nulle. On retrouve bien cet effet sur la courbe ici. Donc on en conclut que UC égale F de t, c'est la courbe A, la courbe en pointillé, et que par élimination, l'intensité au cours du temps, c'est la courbe en trait plein, la courbe B. Nous allons maintenant déterminer graphiquement le temps caractéristique de la charge de dipôle RC. Donc ça se passe sur la courbe. Nous allons tracer la tangente au temps t égale à 0. Donc à t égale à 0, la tangente est comme ceci. On va avoir une intersection avec l'asymptote qui est là, qui va nous permettre de trouver un temps caractéristique qui est sur l'intersection ici. Et quand on redescend sur le graphique, alors on a un temps caractéristique qui est très légèrement supérieur à 1 nanoseconde. On peut estimer, si on fait une mesure plus précise, qu'on est à 1,1 nanoseconde. Donc on indique qu'on lit graphiquement un temps caractéristique de 1,1 nanoseconde. On nous demande de comparer ce temps à la durée d'un choc, durée de choc qui est de l'ordre de 200 millisecondes. Alors comparer, quand on vous pose ce genre de questions, ce qu'on attend de vous, c'est souvent que vous fassiez un rapport entre les deux grandeurs, de façon à dire telle grandeur est tant de fois plus grand que l'autre. Donc on va toutes les deux les convertir en secondes, déjà pour pouvoir les comparer, et on va faire le rapport petit t, alors ça c'est durée du choc, donc t choc, divisé par temps caractéristique de ce dipôle RC. La durée du choc, c'est 200 millisecondes, c'est-à-dire 200 fois 10 puissance moins 3, divisé par le temps caractéristique
taux qui est de 1,1 nanoseconde, donc fois 10 puissance moins 9, ce qui nous donne environ là, on n'a pas besoin d'être particulièrement précis, on est sur des ordres de grandeur, 2 fois 10 puissance 8. Donc ça veut dire que le temps, la durée du choc, est 2 fois 10 puissance 8 fois plus grande que le temps caractéristique de ce dipôle RC. Par conséquent, notre temps caractéristique est très inférieur, on va utiliser 2 fois ce signe pour dire que c'est vraiment très très inférieur à la durée du choc. Ce qui permet au passage de comprendre que l'instantanéité de déclenchement d'un airbag. Dans la question 4, on nous demande d'établir l'équation différentielle vérifiée par la tension aux bornes du condensateur lors de sa charge. Donc pour cela, question classique, on va remonter voir un petit peu le montage. On vous donne ici, alors vous avez 2 tensions. La troisième tension, pour la tension sur la résistance, je sais que c'est une convention récepteur, donc elle va en sens inverse du courant. Là, vous avez la tension UR. Et lorsque l'on crée une boucle orientée dans notre maille, on s'aperçoit que UR et UC sont dans le même sens, alors que E est en sens inverse. Donc, on va pouvoir écrire notre loi des mailles. On va écrire que UR plus UC est égal à E. La démarche pour établir l'équation différentielle, c'est d'écrire que UR est égal à R fois I et que I est égal à C d2UC sur dt. Par conséquent, la tension aux bornes de la résistance UR est égale à R fois C fois d2UC sur dt. On en déduit que notre équation 1, elle va s'écrire. Donc je remplace UR par R fois C fois d2UC sur dt. UC, je le garde, c'est ma fonction finalement que je veux résoudre, qui est égale à E. Je vais maintenant la mettre sous la forme qui va permettre une résolution facile, vu que j'ai vu que dans les questions d'après, on me demande de résoudre. Donc, c'est-à-dire que je vais isoler d2UC sur dt d'un côté du égal. Ça nous fait donc moins 1 sur RC fois UC plus E sur RC. Voici notre équation différentielle. Alors, équation différentielle que nous allons maintenant résoudre, comme le demande la question 5. En faisant apparaître le temps caractéristique taux, donc ce qu'on va commencer à faire, c'est indiquer ce temps caractéristique taux. On sait que c'est R fois C, donc notre équation différentielle s'écrit en réalité comme ceci. Je sais que cette équation différentielle, sa solution sera composée de la somme de 2 solutions, la solution particulière et la solution générale de l'équation homogène. Je vous rappelle que c'est pour ça qu'on met cette équation sous cette forme, parce qu'on va identifier les 2 coefficients B et A. Donc ici, c'est le coefficient petit a, et ça, c'est le coefficient petit b. Et on peut commencer, on va écrire la solution particulière. UCP de t est égal, alors je sais que celle-ci s'exprime sous la forme moins b sur a, c'est-à-dire si je reprends ici avec les éléments de l'équation, moins b c'est e sur taux, divisé par a c'est moins 1 sur taux. Toute simplification faite, cette solution particulière s'écrit e. Nous allons faire ensuite la solution générale de l'équation homogène, et celle-ci on va l'appeler UCH de t, et on sait qu'elle s'exprime sous la forme k fois exponentielle de a fois t. Le a, c'est toujours le petit coefficient ici qu'on a isolé, donc UCH de t est égal à k exponentielle de moins t sur taux. Donc la solution de l'équation différentielle, UC de t, c'est la somme des deux, c'est UCP plus UCH. Je vais donc écrire que c'est k fois exponentielle moins t sur taux plus e. Ça n'est pas terminé parce qu'on ne va pas laisser comme ça une résolution avec une constante. Il va falloir qu'on trouve cette constante-là. Pour trouver la constante, c'est toujours la même chose. On s'intéresse à ce qui se passe au temps t égale à 0. Donc à t égale à 0 secondes, notre condensateur est déchargé, parce qu'on voit que c'est une charge. Donc à t égale à 0 secondes, la tension à ces bornes UC est égale à 0 volts. Et ça, c'est égal à UC de 0. Or, UC de 0, si je l'écris, c'est k fois exponentielle, alors moins t sur taux pour 0, c'est E0, plus E. Exponentielle de 0, c'est 1, donc finalement, EC0, c'est k plus E. Donc là, sur ces 2 lignes, j'ai écrit 2 fois la même chose, mais sous 2 façons différentes.
ici ce que je comprends du texte et ici ce que j'en tire mathématiquement. Mais je parle de la même chose, donc je peux dire que ces deux lignes sont égales. Et si j'écris que ces deux lignes sont égales, ça signifie que K plus E, sur la ligne du bas, est égal à la valeur de UC0, est égal à 0. J'en conclus que K est égal à moins E, et par conséquent, la solution de notre équation différentielle, je peux l'écrire cette fois-ci, UC de t est égal à moins E fois exponentielle moins t sur taux plus E. On factorise habituellement. UC de t est égal à E facteur de 1 moins exponentielle moins t sur taux. Ce qui va nous permettre en suivant de répondre à la question 6, on déduit un ordre de grandeur de R. Alors comment trouver grand R? On va simplement, alors finalement servir juste du temps caractéristique qu'on a établi sur la question encore avant. On va écrire que ce temps caractéristique taux est égal à RC. Nous ce que l'on cherche c'est R, donc on va écrire que R est égal à taux sur C. On fait l'application numérique, la résistance R est égale, donc taux, on a dit que c'était 1,1 nanoseconde, donc 1,1 fois 10 puissance moins 9, divisé par un condensateur de 100 picofarads, 100 fois 10 puissance moins 12, avec comme résultat ici 11 ohms pour cette résistance. On nous demande ensuite de montrer que le graphique du document C permet de retrouver cet ordre de grandeur. Alors effectivement, cet ordre de graphique nous permet de retrouver cet ordre de grandeur parce qu'on va le préciser à tout instant. La tension aux bornes de la résistance est la même, c'est R fois I. Cela signifie donc qu'avec les valeurs de I, je vais pouvoir remonter à grand R, étant donné que sur le graphique, on me donne effectivement des valeurs de I. Il va donc me rester à faire le lien entre UC et UR. Et bien ça, je l'ai déjà écrit dans la loi d'Émaille. On a déjà écrit que UC plus UR était égal à E, c'est l'équation 1 qui est ici. Donc UC plus R fois I est égal à E, et donc RI c'est E moins UC. On va maintenant regarder ce qui se passe un petit peu sur la courbe. La valeur de E, c'est la valeur vers laquelle tend UC quand les T sont grands. Donc c'est 5 volts, ça veut dire que je la connais. La valeur de UC, je les connais. Elle est sur tout ce graphique-là et valable à n'importe quel temps. Donc imaginons, je vais me placer pour une valeur de UC égale à 3 volts. Je vais regarder combien vaut l'intensité. J'aurai donc la valeur de I. Je connaîtrai donc I, E et UC. Je pourrai calculer R. Donc on le fait tout de suite. Par exemple, pour UC est égal à 3 volts. Je cherche combien vaut l'intensité en croisant sur la courbe B et j'arrive à un petit peu plus de 0,20 ampères. Donc pour UC égale 3 volts, I, on va l'estimer à 0,24 ampères. De plus, je sais que E est égal à 5 volts, donc on va pouvoir écrire notre équation. R est égal à E moins UC sur I, soit 5 moins 3 divisé par 0,24, ce qui nous donne 8,3 ohms. Alors on n'est pas sur les 11 ohms, mais on est sur le même ordre de grandeur. Donc effectivement, on a bien démontré qu'on pouvait retrouver l'ordre de grandeur de la résistance grâce au graphique. Nous pouvons maintenant réaliser la partie 2 qui peut se faire de façon indépendante. On vous a montré dans le schéma D que le rapprochement des deux armatures provoquées par le choc va augmenter la capacité du condensateur et on vous demande de choisir une grandeur par une des deux propositions entre la A ou la B qui pourrait décrire correctement l'évolution de la capacité en fonction de la distance. Donc on vous dit que rapprochement entre deux armatures, c'est-à-dire si D diminue, si la distance entre les deux armatures diminue, ça entraîne une augmentation de la capacité, alors C augmente, donc ça je viens de traduire le texte. Maintenant si je le traduis mathématiquement, ça veut dire que C et D sont inversement proportionnels. La distance et la capacité étant inversement proportionnelles, et nous n'avons plus qu'un seul choix, c'est le choix numéro B. C est égal à K sur D parce qu'on est bien dans le cas de figure d'inversement proportionnel. On nous demande de rappeler l'expression de UC et de la charge électrique Q du condensateur avant le choc, en fonction de E. Donc avant le choc, la tension UC est égale à E, car le condensateur est chargé. La charge Q, je sais qu'elle est égale à C fois UC. Mais en l'occurrence, vu que UC est égal à E, elle est égale à C fois E. Et dans la question 3, on nous demande de montrer que lors d'un choc, les charges électriques sont mises en mouvement dans le circuit électrique. Il faut que l'on identifie le sens de déplacement. Donc pour cela, là, il va falloir qu'on raisonne.
S'il y a choc, alors ça signifie que D diminue, puisque les armatures vont se rapprocher l'une de l'autre. Par conséquent, comme on vient de le voir dans la question 2, ça signifie que la capacité augmente. Mais l'alimentation E est constante. C'est l'alimentation qui est fournie via la batterie. Donc quand on écrit Q est égal à C fois E, si C augmente et que E est constante, par conséquent, forcément, Q va augmenter. Si Q augmente, ça veut dire que notre condensateur il va continuer de se charger en fait. Et si le condensateur continue de se charger, ça veut bien dire que j'ai un mouvement de charge qui continue de venir et de s'accumuler sur les plaques du condensateur. Ce mouvement des charges des électrons correspond toujours à une charge du condensateur, donc ces charges se déplacent dans le même sens que lorsqu'elles se déplaçaient pour la charge du condensateur. Donc ces charges se déplacent dans le même sens que lors de la charge du condensateur, puisqu'on est à nouveau sur un effet de charge.